Bonjour. OK. Donc bienvenue, à ce webinaire, dédié à la relocalisation des achats et l'économie circulaire. Donc c'est organisé par, Bretagne Développement Innovation qui est depuis, la semaine dernière devenue, l'agence Bretagne Next. On continue à être bien entendu, l'agence de développement économique de la région. On a légèrement changé, de gouvernance pour être en lien encore plus étroit avec la région, qui définit nos actions et nos missions. Donc, je me présente, je suis Françoise Rétif et je suis chef de mission en relocalisation et transition écologique, donc à l'agence Bretagne Next. Donc, ce webinaire est organisé dans le cadre du parcours transition, animé par nos collègues de la marque Bretagne. Donc, c'est un parcours qui est co-conçu et co-organisé avec d'autres partenaires qui sont spécialistes des sujets de transition, de RSE, de décarbonation. Voilà, donc vous voyez les différents logos. Nous avons notamment des agences spécialisées dans le conseil. On a également donc des écoles, on a la CCI Bretagne. Voilà, on a vraiment différentes structures et différentes personnes qui dédient du temps bénévolement justement pour réfléchir ensemble à la mise en place de webinaires ou de formations pour permettre à un écosystème de partager de l'information et de monter en compétences. Et donc, dans le cadre de ce parcours, donc, il y a différentes formations et webinaires. Donc, il y en a un petit peu moins que les années passées, puisqu'on voit bien aussi que l'écosystème organise de plus en plus de choses. Et l'idée, c'est de ne pas être en concurrence, mais plutôt en complémentarité. Donc, on a un webinaire aujourd'hui. Il y en aura un autre aussi à la fin du mois sur l'adaptation à la Bretagne à plus de 4 degrés. Et puis, différentes formations de 2 à 6 jours avec, par exemple, la formation expert RSE organisée avec Rennes School of Business à la fin de l'année. Et puis en complément, donc nos collègues peuvent mettre aussi en place des formations sur mesure sur différents enjeux, donc de la même façon avec les experts en allant justement mobiliser selon les besoins. Voilà, des formations sur la stratégie globale telle que la stratégie RSE ou sur des thématiques spécifiques comme la biodiversité, l'éco-conception, la CV, etc. Puis bien entendu, les sujets de communication et de communication responsable restent un des sujets abordés ainsi que des enjeux méthodologiques. Donc, on vous enverra la présentation. Vous trouvez aussi les informations sur le site de la marque Bretagne. Et puis, voilà, vous retrouverez aussi les contacts spécifiques de nos collègues qui s'occupent de cette partie. Donc, pour ce webinaire, donc, on a l'occasion et la chance d'avoir différents partenaires du parcours et puis également des entreprises qui sont partenaires de la marque Bretagne. Donc, François, je me suis déjà présentée. Magali Chenel de la CCI Finistère va bientôt se connecter. Elle a un petit souci technique. Donc, elle en charge notamment des achats responsables et de l'économie circulaire. Pierre, je vous laisse vous présenter brièvement. Oui, bonjour à tous. Donc, Pierre Rousseau, dirigeant de Vente Voyage. Nous recyclons des voiles de bateau pour faire des articles de maroquinerie, des sacs, des accessoires et de la décoration à Saint-Malo. Vincent? Bonjour à tous, donc Vincent Battaglia, directeur des achats du groupe Deltador. Deltador est une entreprise qui fabrique conçoit et fabrique des solutions pour la smart home et bien sûr dans le cadre de la transition énergétique. Et Mathilde? Bonjour à toutes et tous, donc Mathilde Horry, moi je suis chargée de mission coopération économique achat responsable à la CRES Bretagne. Donc, la CRES Bretagne, c'est la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, dont le rôle est d'accompagner et de promouvoir l'ESS sur le territoire breton.
Et donc après, sur les aspects plus techniques. Oui, donc bonjour à toutes et tous. Moi, je suis Antoine, je travaille avec Françoise dans l'agence Bretagne Next. Donc, dans le cadre de ce webinaire, on se laisse jusqu'à 12h30 à travers différentes présentations. Pour les différents participants, si vous le souhaitez, vous avez la possibilité d'utiliser le chat qui est en bas à droite de votre écran. Je vois que certains ont déjà commencé à saluer les autres. Donc, si vous avez des questions sur les différentes présentations, sur les différents intervenants ou autres, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On prendra un moment à la fin du webinaire pour répondre à toutes les questions une par une. Donc, sachez que le webinaire est également enregistré et le replay sera disponible sur notre site relocalisation.bzh. Rapidement, le contexte, hein, je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà les enjeux liés à l'économie circulaire. Donc, on va revenir rapidement dessus pour faire le lien aussi avec les achats et leur relocalisation. Donc, vous en avez conscience, enfin, en tout cas, tous, c'est compliqué de faire la bascule. On est actuellement dans une économie linéaire qui est basée sur un processus continu qui va de l'extraction, puis la fabrication, la distribution, la consommation des biens, des produits fabriqués avec un raccourcissement qui s'accélère de la durée de vie des produits. On le voit par exemple sur le textile. Et puis, une fin de vie des produits que là, on jette et qui deviennent des déchets. Et face à cette économie qui engendre, cette organisation économique et ses impacts, on a conscience qu'il faut maintenant passer à l'économie circulaire, justement pour que en amont, on puisse réduire l'extraction de matières premières et puis que le processus de fabrication, de distribution, de consommation soit revu pour qu'on ait moins de déchets, plus de valorisation à travers la mise en place de boucles circulaires qui s'appliquent notamment aux biens de consommation et d'équipement pour pouvoir justement remettre en circulation les biens produits. Alors tout d'abord à travers la réparation afin d'allonger la durée de vie, mais aussi à travers le réemploi et la réutilisation. Et puis lorsque c'est pas possible, utiliser les pièces détachées pour pouvoir refabriquer et puis en dernier recours recycler, ce qui engendre aussi des conséquences sur les produits dès l'amont lors de la fabrication, avec la nécessité de revoir la conception et de favoriser l'éco-conception des produits. Et ces boucles circulaires s'appliquent également, bien entendu, sur les produits alimentaires, avec les nécessités de réduire les déchets, donc d'adapter aussi la consommation, la production, d'avoir une production plus soutenable, et puis la mise en place de boucles circulaires sur les biodéchets, notamment avec la méthanisation et puis le compostage. Sur les enjeux, on en a déjà tous entendu parler, donc on ne va pas tous les lister, sinon je pense qu'on en aurait pour un jour ou deux. Concernant donc la raréfaction des ressources, le jour de dépassement, donc c'est le jour où on a consommé tout ce que peut produire la Terre en une année, avance de plus en plus, on le voit sur le petit graphique à droite. C'est le 24 juillet cette année, ça a été le 24 juillet cette année au niveau mondial, mais c'était le 19 avril en France. On a un mode de production et de consommation non soutenable, on en a conscience. Et si tout le monde vivait comme nous on le fait, les Français, on aurait besoin de 2,9 planètes chaque année. Et la production mondiale, justement, la production de ressources. Et le problème va s'aggraver, puisque en 2050, il y aura 2,5 milliards d'habitants supplémentaires. Et si on ne change rien, la consommation de matières premières va doubler, donc ce qui n'est pas possible. On voit plusieurs conséquences de cette surexploitation des ressources et les liens avec l'ensemble des limites planétaires. Bien entendu, les notions de diminution de la biodiversité,
avec en particulier des conséquences sur les productions agricoles. On voit bien dans notre région hein, que c'est un vrai enjeu. Conséquences aussi qu'il peut y avoir, en tout cas sur ces productions, des conséquences aussi de la raréfaction des ressources. Augmentation aussi des gaz à effet de serre, donc le dérèglement climatique qui s'aggrave, des pollutions liées par exemple à l'extraction ressources minières, et puis aussi des tensions qui s'aggravent sur les différentes ressources. On peut penser notamment à l'eau avec des conflits d'usage voilà, qui peuvent revenir au cœur de l'actualité hein, selon les années et puis la sécheresse. Et puis, à côté de cette raréfaction des ressources, hein, on voit aussi une augmentation continue des déchets produits avec en corollaire des limites, hein, notamment à l'enfouissement. Ce sera bientôt plus possible en Bretagne, ce ne sera plus autorisé, ce sera plus possible, on n'aura plus les capacités. Et le recyclage, là, ne suffira pas, hein, on ne peut pas tout recycler. Ça consomme de l'énergie de recycler et de toute façon, il faut aussi souvent rajouter des matières premières dans les produits recyclés. Donc, il y a plusieurs réglementations et des incitations hein, pour réduire ces déchets en amont. Concernant les achats, ce sujet de raréfaction des ressources hein, peut les impacter fortement. Tout d'abord parce qu'il y a une concurrence accrue hein, pour l'utilisation des ressources. Certaines sont déjà menacées de pénurie. Hein, c'est le cas notamment de nombreux métaux tels que le cuivre, l'argent, le zinc, le nickel, ce qui peut engendrer des difficultés d'approvisionnement, des prix de plus en plus volatiles et donc des concurrences accrues entre les entreprises hein, pour se sourcer. Lorsqu'on n'est pas un gros fournisseur, un fournisseur stratégique ou un client stratégique, ça peut être compliqué, hein, notamment pour des petites entreprises. Des tensions aussi au niveau géopolitique, des instabilités. Et puis, donc, la nécessité peut-être aussi de revoir des modèles économiques qui sont mis en danger. Et puis, côté acheteur aussi, c'est vraiment le besoin de renforcer la gestion des risques sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et bien entendu, hein, les clients, les consommateurs ont des attentes parfois contradictoires qui sont assez diversifiées, hein, bien entendu, d'avoir des produits, des services plus durables, mais aussi parfois des produits et des services moins chers. Et parfois, il faut faire des choix et assumer aussi les conséquences de ces choix. Donc, bien entendu, hein, des réglementations se mettent en place, notamment dans la continuité de la loi GEC, voilà, notamment pour les entreprises avec les différentes REP hein, qui sont mises en place. Donc, des réglementations qui existent, par exemple, depuis longtemps sur les emballages ménagers, avec des obligations de diminution des emballages plastiques à usage unique, la hausse du taux de recyclage des emballages, l'augmentation du réemploi, du vrac, mais il y a aussi la REP emballage professionnel hein, qui va se mettre en place très prochainement. Et là-dessus, toutes les entreprises vont être concernées. Et bien entendu, les collectivités ont aussi hein, des obligations en matière de commande publique. On le voit dans le slide suivant, notamment à travers l'article 58 de la loi GEC, où on voit que les acheteurs sont soumis à des objectifs de proportion de biens réemployés, réutilisés et de biens contenant de la matière recyclée dans leurs achats. Donc, ce sont des obligations qui s'appliquent à l'État, aux collectivités, à leurs groupements, pour les marchés de fourniture, qu'elles soient acquises dans les marchés de travaux, de services ou les biens acquis via le don, qui permet depuis peu justement aux collectivités aussi de valoriser le réemploi de biens qui ont été acquis via le don. Et l'objectif, hein, ce sont des objectifs qui varient de manière proportionnelle dans le temps, qui sont sur le volume total de la dépense annuelle. Donc, on voit par exemple sur le côté, sur les achats textiles,
que le pourcentage de textiles réemployés et recyclés doit augmenter continuellement sur les prochaines années. Voilà. Et c'est pareil sur les autres types d'achats, les autres biens qui sont soumis aux règles. Vous verrez dans la présentation, il y a le lien via le guide justement concernant l'obligation d'acquisition de biens et issus du réemploi, etc. Donc, sur cet article 58 de la loi AGEC. Donc, on a remis sur cette présentation les différents leviers de l'économie circulaire. Donc, Magali, tout à l'heure, déclinera justement comment les achats sont concernés, donc sur l'approvisionnement durable, les enjeux d'éco-conception, écologie industrielle, économie de la fonctionnalité, consommation responsable et allongement de la durée d'usage. J'ai bien entendu les enjeux de recyclage, mais qui viennent vraiment à la fin de la boucle. Et on sait que les achats sont concernés par tous les leviers de l'économie circulaire. C'est une fonction clé au sein des entreprises et organisations dont le rôle et les responsabilités se renforcent depuis quelques années, puisque les achats sont garants de la performance économique, notamment à travers le triptyque coût, délai, qualité, mais de plus en plus aussi de la sécurisation des approvisionnements, des enjeux de résilience et de robustesse qui montent aussi. Et puis les achats responsables, c'est la déclinaison de la RSE dans les achats, notamment à travers les enjeux circulaires, d'inclusion et le lien au territoire. Et puis, les acheteurs ont un lien privilégié avec les parties prenantes, fournisseurs. Et puis, bien entendu, on le sait tous, mais l'empreinte carbone de l'entreprise est très fortement dépendante du scope 3. En moyenne, c'est à peu près 80% pour certaines entreprises. Donc, la décarbonation de l'entreprise passe aussi en grande partie par la décarbonation des achats. Donc là, on reviendra tout à l'heure dessus quand Magali aura résolu son problème de connexion. Donc la CCI Bretagne, en lien avec le Conseil national des achats, a publié la semaine dernière les résultats d'une enquête des entreprises sur les tendances achats. Je vais laisser Magali présenter tout à l'heure. Et puis, pour clôturer ce contexte, les liens entre relocalisation des achats et économie circulaire, on les voit bien quand on liste les différents avantages de la relocalisation des achats. Et on retrouve notamment les avantages de l'économie circulaire, notamment sur la réduction de l'impact carbone, de l'impact environnemental au sens large. Réfléchir à relocaliser les achats et à travailler avec des partenaires locaux, ça permet aussi de créer de nouveaux liens de partenariat, de travailler en innovation, de revoir les produits, leurs fonctionnalités, et donc travailler aussi sur l'éco-conception de ces produits de manière plus simple, puis de créer de la valeur, des emplois en Bretagne. Bien entendu, ça permet aussi de travailler sur les approvisionnements durables, qui sont l'un des leviers de l'économie circulaire. Et puis, la coopération, le travail en partenariat et le partage de la valeur, ça fait aussi le lien avec les enjeux d'économie industrielle et territoriale, donc le fait de travailler avec ses voisins pour pouvoir valoriser des coproduits ou ce qui peut devenir des déchets, les utiliser comme des intrants. Et puis l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, où là, on réimagine un nouveau service plutôt qu'un nouveau produit, et comment on peut le définir collectivement et mettre en œuvre aussi collectivement, en partageant la valeur. Et puis, bien entendu, les achats circulaires sont rarement délocalisables. Je ne sais pas si Magali a réussi à se joindre à nous. Pas encore, donc on passera à sa partie à la fin du webinaire. OK.
Et bien dans ce cas-là, Pierre, on va vous laisser présenter ce que vous faites avant de voyage, justement sur ces enjeux de circularité et d'approvisionnement. Ok, ça marche. Bonjour à tous de nouveau. Donc, merci de me donner l'occasion de présenter un peu notre démarche. Alors, en Bretagne, je pense qu'on est assez sensible à tout ce qui est lié à la mer et à la voile. Nous, on est vraiment en plein dans ces domaines-là, puisque nous recyclons des voiles de bateau pour en faire des sacs, des accessoires et de la décoration. Donc, ça fait 25 ans que l'entreprise existe. Et en fait, à l'origine, c'était un couple qui avait créé. Et lui, le mari, était préparateur et équipier sur des grands bateaux de course. Donc, ils étaient au contact de toute cette matière qui, à l'époque, n'était pas du tout réutilisée et tout finissait en déchetterie, dans des zones de destruction. Donc, tout ce qui est RSE, achat local et aussi implication sur l'emploi de salariés locaux, ça, ce sont des thèmes qui nous sont vraiment très, très chers, je dirais, puisque c'est au cœur de la valeur ajoutée des services et des produits que nous proposons. Si je fais un petit focus sur l'origine des voiles, en fait, donc ce sont donc en grande partie des voiles de bateau, mais ça peut être aussi des voiles de catamaran, de kitesurf. On peut vraiment utiliser beaucoup de choses. L'intérêt, c'est que la voile de bateau, c'est un matériau qui peut être utilisé pour tout un tas d'objets. On est dans une démarche locale, puisque en gros, la plupart des voiles, on le verra après dans les achats, sont récupérés auprès de partenaires qui vont de grandes villes, alors bon, même si je sors un peu de la Bretagne, jusqu'à Brest, en gros. À partir de ces voiles, en fait, on va donc réaliser des sacs. Souvent, on va personnaliser. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir des choses sur mesure pour essayer de satisfaire les besoins de nos clients. Pour faire cela, donc nous avons une équipe de 5 couturières. L'atelier est basé à Dinard et nous proposons ces articles à Saint-Malo, Dinard et sur Internet. On a une autre partie aussi dont je reparlerai un peu à la fin sur le côté un peu cadeau d'affaires, emballage personnalisé qu'on peut proposer et qu'on propose déjà à un certain nombre de partenaires locaux. Donc, on est vraiment au cœur du sujet du local, du RSE et de l'emploi local. Pour faire un focus sur... alors moi, je parle souvent de l'origine des matières, parce que c'est vrai qu'on peut parler... Il y a les achats et l'origine. Ces deux choses, nous, on est un peu à cheval sur les deux. Alors, l'achat auprès d'entreprises françaises ou bretonnes est très important, mais derrière, il y a aussi quand même la notion d'origine, parce que parfois, on peut acheter des fournitures auprès de partenaires locaux. Il n'empêche que la matière ou les fournitures viennent en fait de beaucoup plus loin. Donc, c'est le cas, par exemple, sur tout ce qui est zip, donc nous, qu'on positionne sur nos sacs. Donc, on achète ça auprès d'entreprises en Belgique et en Italie. Mais en fait, concrètement, tout vient d'Asie, en fait. Si on fait un peu donc on a fait une petite carte où vous pouvez voir les origines. L'idée est quand même d'acheter un maximum proche de nous, même si on fait face à des contraintes d'une part de qualité et de trouver les partenaires qui fabriquent.
Après, ce qui est intéressant dans la démarche de relocalisons les achats en Bretagne, c'est aussi de pouvoir créer un réseau, je pense, parce que nous-mêmes, on n'est pas forcément au courant de toutes les entreprises qui sont basées en Bretagne et qui pourraient peut-être devenir des partenaires. Donc, sur les principaux articles, fournitures, donc on a du cordage qui vient de Normandie, vraiment très proche de Saint-Malo. On a des sangles qui viennent du nord. En fait, ce qu'on achète beaucoup en Bretagne, ça va être toutes les fournitures d'accastillage, de fil, voilà, tout ce qui nous permet de monter les sacs. On a quelques articles qui viennent d'un peu plus loin, comme on utilise des toiles de canvas, donc ça sont des voiles de vieux gréement, et là qui viennent d'Angleterre. Et comme je disais, donc les zips qui viennent de Chine. Si on fait le calcul de l'indice de l'achat breton, donc qui permet un peu de résumer d'où et comment sont achetées nos fournitures, on voit que la Bretagne, finalement, ne représente que 29%. Alors, c'est un petit peu sous-estimé dans la mesure où, comme je disais au début, on a beaucoup de partenaires locaux pour récupérer des voiles de bateaux qui sont les voileries et les écoles de voile. Donc là, on a tout un tas de partenariats pour collecter ces voiles. Et souvent, en fait, en échange de ces voiles, on va faire du sponsoring, en fait, ou des sacs pour les voileries, pour les écoles de voile, pour leurs régates, leurs trophées, etc. Donc, c'est pour ça que ce côté achat Bretagne est un peu sous-estimé, dans la mesure où la voile est quand même l'élément principal constitutif de nos sacs. Je suis en train de lire en même temps la remarque de Michael Perrault. La notion du savoir-faire, sur qui a le savoir-faire juste à côté de chez moi, est en effet cruciale. Alors là, c'est un peu sur l'aspect transparence. Donc, c'est par exemple participer à ce webinaire, c'est aussi montrer vraiment où et comment on fabrique. Nous, c'est une notion qui est très importante pour nous. L'objectif est vraiment d'être le plus transparent possible vis-à-vis de nos clients entre Vous n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à les mettre dans le chat. Voilà, on pourra les poser, Antoine et moi, au fur et à mesure ou à la fin des présentations. Vincent, je vais vous... Il n'a pas fini. Ah oui, non, reste encore un... Je pense qu'il y a un souci de Pierre. Ah. Je pense que Pierre a effectivement été déconnecté. Ah mince. Ah, je crois qu'il y a des petits problèmes de réseau. Donc, on laissera Pierre peut-être faire la conclusion tout à l'heure. Je prends mes doigts dans mon intervenance. Voilà, je pense que c'était aussi à rappeler que chaque entreprise est cliente et les fournisseurs aussi potentiels. Ah, voilà. Je suis désolé. Pierre. Ouais, je suis désolé, j'ai eu un petit souci de connexion. Il n'y a pas de souci. Je continue du coup ou... Oui, allez-y. Oui. Alors, je reviens juste du coup sur l'aspect, j'étais en train de parler de l'aspect transparence et vis-à-vis de nos clients B2B et B2C. On est dans un environnement où il y a un vrai besoin de savoir d'où viennent les produits qu'on achète. Et donc, voilà, c'est important pour nous de présenter ça et de dire qu'on est aussi dans une démarche. On voit que donc il y a quand même des achats. Alors,
hors Bretagne. Bon, ça, je pense que c'est quand même assez bien accepté. Malgré tout, toujours un peu d'achat Europe et monde, parce que ce n'est pas toujours facile de tout trouver, on va dire, sur place. Ce que je dirais pour conclure, on va dire, c'est sur l'aspect RSE. Donc, parce qu'il y a le sourcing de nos achats et également l'aspect savoir-faire, l'aspect fabrication, l'aspect emploi. Et c'est vraiment une démarche globale. Pour moi, ça fait vraiment sens de tout regrouper. Et ça permet aussi, je pense, de répondre à un certain nombre de demandes, que ce soit le côté agilité, le côté personnalisation, la demande de qualité. Je pense aussi que le fait quand on a des clients B2B ou B2C, ils sont assez fiers de pouvoir le mettre en avant auprès de leurs partenaires, montrer que voilà, ils sont aussi même dans une démarche. Par exemple, on fait des pochettes pour une gamme de cosmétiques de chez Rollinger. Et c'est vraiment une démarche de partenariat local, gagnant-gagnant, entre deux univers qui peuvent paraître un peu éloignés, mais finalement qui se rejoignent. Et toutes ces démarches, en fait, sont vraiment cruciales parce que le monde du Made in France, ou Made in Bretagne, est quand même pas mal attaqué, on va dire, avec justement le côté un peu fast fashion dont on parle beaucoup. Et donc, c'est important de vraiment avoir beaucoup de démarches, de présentation et ensuite d'engagement. Parce que voilà, c'est bien les beaux discours, mais derrière, c'est important de vraiment s'engager au quotidien. Et c'est ce qu'on essaie de faire au sein de Vente Voyage. Merci Pierre. Je pense qu'il y a une question. Alors, Pierre, on vous demande si vos voiles sont en polyester. C'est Laurent Marquet qui pose la question. Oui, les voiles sont en polyester en fait. Donc, l'intérêt de recycler ces voiles, c'est que ces voiles, c'est un matériau quand même quasi indestructible. Et donc, des voiles en fin de vie, soit elles finissent en incinération, soit on essaie de leur donner une autre vie. Et l'intérêt, c'est que du coup, quand on fait ces sacs, c'est des sacs qui vont durer 25 ans. Donc, il y a un vrai intérêt écologique à cette démarche. Ouais, ok. Merci beaucoup. On va revenir sur la partie de Magali. Navré pour le désagrément. Hop. Alors, oui, on s'adapte aux problèmes techniques, mais c'est toujours un petit peu ça, des réunions à distance. Bonjour à toutes et à tous. Vraiment désolée pour ce désagrément technique. On n'a pas réussi à réparer, donc il n'y a pas une collectivité chez nous. Et comme je n'ai pas la 4G, je ne pouvais pas utiliser mon Internet. Donc voilà, agilité. Donc déjà, toutes les excuses pour ce retard. Donc c'est Magali Bissonnel, conseillère entreprise à la CCI. Ça fait 10 ans que je suis sur le sujet de l'économie circulaire et des achats responsables. Auparavant, j'étais acheteuse. Et donc, le sujet de l'économie circulaire, on le traite à la CCI depuis 2018, donc qui a été initié en Ille-et-Vilaine et qu'on a reconduit ici. Donc, je vois que tu me mets le lien sur la tendance à ça. Par contre, je ne vais pas avoir accès. Est-ce que je vais avoir accès? Je ne vais pas pouvoir avoir accès pour changer les slides, Françoise. Donc, je compte sur Antoine ou toi pour les faire défiler. Dis-moi, Françoise, est-ce que tu as parlé justement de l'étude ASA, l'Observatoire des tendances ASA? J'ai dit qu'il avait été réalisé récemment par la CCI en partenariat avec le Conseil national des achats, mais je n'ai pas présenté les résultats. Donc, en fait, effectivement, c'est une troisième enquête qui a été lancée par la CCI Bretagne. La première a été faite à l'échelle du Finistère. Et donc, on a eu cette troisième enquête qui a eu lieu fin juin, début juillet. Et il y a eu une centaine de réponses et on voit bien que la part de l'achat responsable est
une priorité pour les acteurs bretons, puisqu'il y a presque 2 tiers des entreprises qui ont intégré l'objectif achat responsable, et on voit par rapport à l'année dernière, c'est effectivement on était la moitié. Hein, donc ça évolue très vite. Dans les thèmes qui sont abordés justement sur ce volet achat responsable, il y a l'économie circulaire pour 60% des répondants. Et quand on parle d'économie circulaire, eh bien forcément on agit sur son empreinte carbone, qui est à 97% des thèmes, sur l'achat local également. Et également, bien sûr aussi, toute la partie sociale, du volet social, que ce soit dans l'inclusion sociale, le handicap, et puis le biosourcing également. Voilà. Donc, pour vous dire que finalement, l'économie circulaire, hein, c'est une approche stratégique quand on fait de l'achat responsable. Je pense que tu peux aller, Antoine, vers le slide justement des leviers, parce que c'est important d'apporter. Donc, effectivement, on est bien sur une approche structurée. Agir sur l'économie circulaire, c'est contribuer à sa politique achat responsable, mais c'est aussi contribuer à la RSE de son entreprise. Donc, c'est une approche, bien sûr, comme tout projet et approche, c'est sur une approche long terme. Donc, on va aller. Je vais conclure avec cette partie stratégique, hein. Mais c'est ce que je veux vous faire prendre en compte. Quand on agit sur l'économie circulaire, on est bien sur une vision à moyen long terme. Et l'objectif, c'est d'intégrer en fait ce volet économie circulaire tout au long du processus achat, du sourcing à la sélection, l'évaluation, et puis bien sûr toute la partie amélioration continue qu'on retrouve dans une démarche d'achat responsable. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, je n'ai pas voulu vous présenter l'approche de la roue classique de l'économie circulaire comme l'a fait tout à l'heure Françoise. Je voulais vous présenter un nouveau schéma qui s'appelle la colline des valeurs, la Value Wheel, que j'ai découvert à la France de l'économie circulaire. Je sais que Frédéric est dans la salle, donc je fais un petit coucou. Car effectivement, on a fait 2 ateliers face économie circulaire cette année à la CCI Ministère. Et je trouve que cette représentation parle plus à la sœur. Parce qu'on est bien sûr toujours, hein, on est toujours dans l'esprit de la roue, hein, c'est-à-dire du less is more, faire mieux avec moins. Et on ne parle toujours pas de décès, mais bien de ressources. On est bien sur une économie de ressources. C'est là, en fait, on crée une valeur économique, en fait. D'où l'intérêt, en fait, en tant qu'acteur, d'avoir cette notion à mettre de l'économie circulaire dans ses achats, c'est créer de la valeur économique. Et on va voir aussi tout à l'heure une économie aussi financière, économie des ressources, donc l'économie aussi d'euros. Donc, cette colline de valeur, en fait, repose sur 3 piliers. Et comme très souvent, plus on travaille en amont de cette chaîne de valeur, et plus on est efficace et créateur de nouvelles valeurs. On garde le témoignage de Vincent en dernière ligne droite, et justement, c'est sur ce volet clé de la valeur où son témoignage va être très intéressant. Du coup, je vous propose déjà d'accorder 3 slides sur ce premier pilier, et après on abordera les 2 autres piliers. Donc, je vais essayer de donner le maximum d'exemples bretons, essayer d'en faire un petit peu partout, sur chaque département. L'objectif, donc, ce premier pilier, c'est créer de la valeur. Créer de la valeur, mais c'est vraiment dans cette notion de réduction des ressources à la source, et limiter en fait son impact négatif sur son environnement, donc toute la partie externalité négative. Donc pour ce faire, en fait, il est nécessaire déjà de penser en amont le juste besoin avec le client, qu'il soit interne ou externe, et de bien réfléchir, en fait, d'aller à l'essentiel, de simplifier, de standardiser, de supprimer, d'alléger. Tout ça pour un esprit de sobriété et de frugalité. Par exemple, moi, c'est quand j'étais dans l'immobilier MMO à Vitry. On a beaucoup travaillé sur cette partie réduction des consommations, soit sur le choix du matériau, notamment sur les plastiques, avoir un seul plastique ou un seul acier sur l'ensemble des gammes. Travailler aussi sur le côté monocomposant
pour faciliter le démantèlement en fin de vie, par exemple. Ce côté aussi standardisation. On avait notamment une vis préencollée qu'on commandait au Japon, spécifique à nous, avec un coût et un délai qui étaient forcément énormes. Donc, travailler aussi sur ce volet standardisation est impactant en fait en termes environnemental, forcément. On ne traverse pas l'autre côté de la planète pour avoir une vis pour mettre sur un lit hospitalier, mais et effectivement, donc, de pouvoir aussi gagner en points carbone et faire aussi des économies de délai, de réduire aussi au maximum le délai. On a aussi travaillé sur les emballages, notamment on a supprimé tout plastique par du carton. On a aussi supprimé les suremballages qui avaient tendance, comme en plus c'était nos livreurs qui livraient pour nos chantiers partout en France, donc ils avaient déjà soin en fait aux produits livrés. Voilà. Donc c'est vrai que quand on adopte en fait ce côté juste besoin, on est bien sur une philosophie d'éco-conception, l'éco-conception de ces achats et d'avoir en fait une approche cycle de vie du produit, du service qu'on achète. Donc bien penser d'où il vient, hein, c'est la notion du sang à l'assiette, comment nous on va l'utiliser, comment on va le produire, comment on va le transformer, comment il va être utilisé en interne, mais aussi chez vos clients directs, mais aussi sur votre client final et comment il va finir. Donc, quand on fait en fait cette analyse du cycle de vie, on est bien sur une tendance du berceau, non plus du berceau à la mort, mais du berceau au berceau, le cradle to cradle, dans une économie régénérative, donc en préservant en fait les ressources et en essayant d'allonger au maximum sa durée de vie pour éviter l'enfouissement. On a des exemples notamment dans la cosmétique. Je pense à Andrew qui est à Lannion, où dans le choix notamment du sourcing de la matière première, fallait que ça soit simple, solide pour éviter en fait de transporter aussi de l'eau et de consommer de l'eau. Le côté vegan, bio. On a aussi Phytomer à Saint-Malo, qui a travaillé notamment avec ses producteurs d'algues en mettant en place des bonnes pratiques de récolte des algues, en établissant un questionnaire de soutenabilité aussi pour bien s'assurer de la préservation des ressources. D'ailleurs, j'ai appris la semaine dernière qu'ils étaient passés platinium à EcoVadis. Donc c'est une démarche qui est là depuis très longtemps et qui porte ses fruits aujourd'hui, puisque grâce à cette maîtrise et cette traçabilité de la mer en fait jusqu'au client final apporte finalement de la valeur au client sur toute la chaîne de valeur de l'entreprise. Ce qui est important aussi dans l'analyse de cycle de vie, c'est aussi de bien réfléchir à toute la partie modularité, réparabilité, évolution des produits, pour aussi trouver en fait des solutions à la fois sur l'usage interne, mais aussi à l'usage client. Si on fait une petite variation par rapport à la roue d'économie circulaire, quand on est sur pied de la valeur, on touche au maillon approvisionnement durable, bien sûr, la notion d'éco-conception, l'économie de la fonctionnalité, on va penser à l'usage, et on va penser aussi à la consommation responsable, avec l'approche client qui va bien. L'acheteur, en fait, on dit que l'acheteur était plutôt générateur de déchets. Quand on est acheteur, on génère des déchets de ce qu'on achète, et puis on sait qu'à la fin, du produit ou du produit qu'on a vendu, il se termine très souvent en déchet. Et bien là, en fait, quand on est sur l'économie circulaire, on est plutôt le porte-drapeau d'économie circulaire finalement, et on va pouvoir nous réduire les déchets à la source et pouvoir créer de la valeur tout au long de la chaîne. Donc, comme je disais, Vincent va illustrer par un exemple très très concret, donc je vais lui laisser la parole tout à l'heure. Et enfin, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, cette partie amont, elle est souvent négligée et c'est dommage parce que c'est peut-être 20% du temps, mais c'est 80% de la valeur. Donc, voilà, je vous dis juste, je vous ai accordé 3 slides, mais parce que c'est important vraiment de repenser finalement sa façon passée. Je veux bien, Antoine, que tu passes à la slide suivante, qui est une autre illustration. On a parlé effectivement de cette notion d'analyse du cycle de vie, du produit, du service, mais je ne veux pas oublier tout ce qui va avec. Ses composants, ses consommables, ses emballages primaires, secondaires. Et puis même si on va au-delà de tout ça, il y a aussi toute la notion énergie.
quelle énergie en fait pour extraire la matière, quelle énergie on va utiliser pour la transformer, quelle énergie le client final va l'utiliser. Donc ça, c'est aussi dans cette approche analyse cycle de vie, il faut vraiment avoir un périmètre très large en fait de tout l'impact d'un achat de produits ou de services tout au long du cycle de vie sur ces différentes en fait composants. Donc ça peut être notamment aussi sur les sites internet, sur la partie par exemple Estilotech, je pense à l'agence Everest qui développe des solutions digitales en fait low-tech moins énergivores. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi comme exemple sur cette partie éco-concevoir, il y a aussi par exemple Grain-Seil à Morlaix sur le chocolat. Notamment, ils ont travaillé sur la décarbonation de leur transport en investissant dans les bateaux à voile. Je pense aussi à Lobodis, qui est lui à Basse-Bretagne, qui est en train même de réfléchir, donc producteur de café de l'autre côté de la planète, qui est en train de réfléchir en fait à un nouveau modèle et par exemple remplacer le café par des graines de lupin. Donc, comme on dit, en fait, l'éco-conception d'un produit et d'un service, si on intègre déjà ça, on peut être aussi beaucoup plus pertinent dans une approche de proposition de valeur un peu innovante et alternative sur des solutions qui sont, je dirais, qui puissent dans les ressources de la planète. Donc, quand on fait de l'éco-conception des achats, on intègre bien sûr des clauses RSE, dès le cahier des charges, et puis qu'on pondère en fait selon les différents critères de sélection qu'on veut avoir. Sourcer des fournisseurs qui partagent les mêmes valeurs, c'est mieux. Et du coup, sur cette partie-là, je ne pense pas en parler parce que le temps est chronométré ce matin. Mais je vous allez avoir à la répétition 2 outils qui sont intéressants. Il y a la roue de réserve et le guide de l'éco-conception des services qui pourront vous être utiles pour une mise en place chez vous. Ce qui est important, donc on peut intégrer des clauses RSE, comme je vous ai dit, des produits aussi qui peuvent être certifiés. Là, notamment, on voit FSC, PEFC, c'est sur la partie par exemple, quand on commande du bois, si elles sont issues de forêts qui sont bien gérées durablement. Et on a aussi la notion de fin de vie, comme on disait tout à l'heure, on a cette responsabilité auprès de l'utilisateur. Et aujourd'hui, par exemple, on a bien sûr, vous connaissez bien le A+, qu'on peut avoir sur les consommations de produits courants. Et là, ce qu'on est en train de mettre en place, qui a déjà été fait sur les lave-vaisselle et les téléviseurs en ce début d'année, c'est les indices de réparabilité. Donc nous, en tant qu'acheteurs aussi, quand on achète des produits, on est aussi sensible sur cette partie, effectivement, consommation et durabilité de nos produits et services achetés. Donc ça, cet indice de réparabilité est dans le cadre de la loi AVEC, de l'application de la loi AVEC. Oui, Léandre, on pourra avoir les liens pour accéder aux ressources mentionnées. J'ai fait des liens hypertextes sur tout l'ensemble des slides. Il ne faudra pas hésiter à me solliciter si vous manquez des éléments. Vous le mettez dans le chat d'ailleurs, si vous voulez quelque chose. Donc, quand on fait effectivement, quand on adopte une approche cycle de vie, on adopte vraiment cette notion de sobriété des ressources. Mais pas que, parce qu'en fait, on se rend compte que quand on travaille en fait sur les impacts environnementaux, c'est-à-dire qu'on fait une attention particulière à la partie extraction, bien sûr, des matières premières, des produits biosourcés, des produits aussi recyclés. Je pense notamment sur les filières plastiques. Les pasteuristes aujourd'hui mettent beaucoup d'intrants, de granules plastiques déjà recyclés dans leur flux de production. Et tous leurs rebuts de production sont justement réintégrés après dans leur chaîne de production. Donc, on est bien sur une approche, en fait, aussi en circuit court, en fait, de petites boucles. Et donc, si tu peux cliquer, Antoine, on est effectivement sur des impacts aussi sociaux. Ah il n'apparaît pas. Mais vous verrez, en fait, il y a aussi, quand on fait de l'économie circulaire, on a surtout cette approche environnementale, mais de plus en plus, il y a cette notion territoriale aussi. Comment nous, grâce à l'économie circulaire, on contribue à la dynamique territoriale. Que ce soit, par exemple, sur travailler avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Mathilde nous présentera justement ces acteurs-là, avec notamment la carte éco. Mais il y a aussi toute la notion de travailler avec des fournisseurs de proximité, en mettant en place de la reverse logistique. Je pense à la Française des Plastiques, notamment Marilyn, elle avait mis en place, en fait, elle a supprimé les cartons et elle a mis en place des containers pour assurer le réapprovisionnement de ces pièces. Avec, comme c'était le fournisseur qui livrait les pièces à Louvigné,
Du coup, les cartons, par exemple, étaient supprimés par des bacs et on avait une reverse logistique, une logistique inversée, en fait, sur l'emballage. Alors, comme je vous disais, donc ça, c'était le premier pilier, beaucoup de temps. Après, donc, il y a un deuxième pilier qui est conserver la valeur. Comment nous, on peut allonger, en fait, la durée de vie de nos produits et du service. Du coup, c'est bien optimiser l'usage. Déjà, de toute façon, dans les entreprises, on a déjà sur certains achats, on a déjà cet esprit-là. Je pense notamment aux photocopieurs, par exemple. On n'achète plus un photocopieur. Soit il est en leasing, soit on paye à la copie. Et c'est pareil pour les flottes automobiles. On est plutôt sur du leasing avec vraiment cette notion d'usage, en fait. Quand on pense usage, donc c'est effectivement optimiser, allonger la durée d'usage. Et surtout, comme je vous disais, ne pas oublier les emballages qui trop souvent sont en usage unique sur le volet achat. Voilà. Alors, sur les exemples, là, on retrouve que conserver la valeur, on est bien sur de l'écologie industrielle et territoriale. C'est aussi penser, vous, sur vos produits que vous pouvez utiliser en interne, est-ce qu'elles ne peuvent pas resservir à d'autres services, que ce soit dans la bureautique, que ce soit sur des équipements. Et après, on peut aller au-delà. C'est là qu'on retrouve aussi toute la partie allongement de la durée d'usage. On a des acteurs de proximité qui peuvent réparer, qui peuvent réprofiter, reconditionner. Voilà. Et je pense aussi, notamment, il y a Alliance industrielle avec Internet. Par exemple, mutualise des pièces d'automatisme, un stock de pièces automatiques pour assurer en fait la maintenance en fait des équipements des industries agroalimentaires qui sont de proximité. Donc cette notion écologie industrielle et territoriale, c'est aussi des synergies qu'on peut avoir avec nos voisins aussi. Au lieu d'acheter une nacelle, alors que nos voisins là, peut-être qu'on peut l'emprunter, la louer. Ça peut être aussi de la mutualisation. La mutualisation, par exemple, de prestations de services de nettoyage ou de prestation d'espaces verts. Au lieu qu'il y a un prestataire de nettoyage qui vient chez vous, peut-être qu'il peut faire plusieurs choses en place. Notamment, nous, sur Rennes Métropole, on avait aussi un projet de mutualisation des rondes de sécurité, par exemple, pour le côté surveillance et sécurité. On est en train de développer sur Briec, au niveau de la zone d'activité de Briec, de la mutualisation de formation. Tout ça, en fait, c'est tout ça. Quand on parle de synergie interentreprise, on est bien sur une approche d'économie circulaire. Et enfin, qu'est-ce que je peux vous dire aussi sur la partie optimisation? On est bien sur une optimisation. On est bien aussi sur Sens aussi à Terrico, par exemple, où 90% des produits fabriqués sont recyclables. Et Aurélien, responsable d'achat chez Terrico, et dans le Côte d'Armor, a travaillé avec son fournisseur aussi pour optimiser le format de sa tôle alu, pour pouvoir en fait optimiser aussi éviter et réduire le rebut. Et enfin, oui, comme on disait, donc là, quand on a une dernière étape qui est éviter le déchet. Donc là, toujours cette dernière étape où on se retrouve en fait avec une ressource qui ne peut plus réutiliser et qu'on peut réutiliser en interne ou en externe. On peut aussi négocier la reprise auprès des fournisseurs. On peut aussi identifier des secondes vies. Pensez à votre stock dormant, notamment. Récupérer la valeur. Votre stock dormant chez vous, il ne sert à rien. Vous pouvez peut-être le réutiliser en le revendant à des brokers, à des marketplaces, à des ressourceries locales, sur le Bon Coin. Voilà. Donc, l'objectif de cette dernière étape, récupérer la valeur, c'est de faire des petites boucles et surtout d'éviter l'enfouissement. Je ne sais pas au niveau timing si je suis bien ou pas bien, parce que je n'ai pas pris mon chronomètre. Donc, vous me dites, Antoine. Et sinon, voilà, le résumé. Ce que je peux vous dire, en fait, c'est que cette approche de colline de valeur permet, en fait, de travailler vraiment sur la notion de sobriété et d'efficience de toute sa chaîne de valeur. Donc, vous avez plein de verbes d'action qui peuvent vous aiguiller, en fait, à trouver des leviers d'action pour vous, pour mettre en place, en fait, une approche économique circulaire dans vos achats. L'acheteur a un super pouvoir. Il peut changer le paradigme d'une entreprise. Il peut réinventer, en fait, sa relation avec ses fournisseurs.
il peut créer de la valeur auprès de ses clients. On est toujours dans cet esprit de coopération, de partenariat sur des engagements moyens et long terme. Et que ça nous permet aussi de créer une dynamique économique locale par ce travail-là. Et si je reviens à la dernière slide, qui est effectivement, c'est bien d'avoir une approche en fait stratégique. Si on veut mettre en place en fait vraiment de l'achat circulaire dans son entreprise, il faut bien sûr réfléchir au côté stratégique. Qu'est-ce qu'on veut mettre dans l'économie circulaire? Vous avez vu, c'est un périmètre très large. Travailler ta famille d'achat, travailler sur la matière, travailler sur vos emballages, sur les services. Mettez en place 2 ou 3 grandes priorités, achat circulaire. Et puis bien sûr, après, comme on dit, on ne fait pas seul. Donc, convaincre et s'organiser en interne et en externe avec vos clients, avec vos fournisseurs, bien redéfinir le besoin, anticiper, exploiter. Et puis après, quand on est dans cette partie, l'intégrer dans la politique achat responsable également. Hein. Et après, une fois qu'on a mis tout ça en place, la partie, je dirais, cadre, mettez en place, intégrez justement des critères de sélection environnementaux et sociaux dans vos cahiers des charges. Pondérez, mettez un peu plus de critères RSE dans la sélection et dans l'évaluation de vos fournisseurs, en mettant aussi en avant justement toute la valeur que vous avez pu créer à l'échelle de votre territoire, à l'échelle de vos clients, pour pouvoir en fait aussi valoriser l'action achat dans la stratégie globale de RSE de l'entreprise. Et pour tout ça, bien sûr, mettez en place un pilotage, un suivi avec quelques indicateurs de performance. Et tout ça toujours dans une démarche d'amélioration continue. Merci Magali pour ta présentation et ton intervention très motivante et passionnante. Donc, Vincent, on vous laisse la main pour illustrer cette mise en place au sein des enjeux d'économie circulaire au sein de Deltador. Très bien, merci beaucoup. Merci aussi pour l'organisation de cet événement, hein, qui est un événement intéressant et je pense pour le partage. Et ça contribue au réseautage. Donc, Deltador, en quelques mots, hein, c'est une entreprise française spécialisée dans les solutions de maisons connectées et la gestion intelligente en fait, de l'énergie. Donc, elle conçoit des produits permettant de piloter à distance le chauffage, l'éclairage, le volet, les alarmes et d'autres équipements du bâtiment pour améliorer en fait, le confort, la sécurité et l'efficacité énergétique. Donc là, on peut y retrouver un certain sens par rapport à justement la transition énergétique et tout ce qui est associé. Donc, l'objectif de Deltador, c'est d'accompagner, ça c'est vraiment un enjeu fort de notre direction, la transition énergétique en proposant en fait des technologies simples, durables et compatibles avec les usagers et les usages surtout modernes. Donc, Deltador, depuis un petit moment, intègre l'économie circulaire dans sa stratégie RSE, notamment via l'éco-conception, le recyclage des équipements électriques, la partie des 3E, la vente des produits reconditionnés sur des plateformes type back market, on en a entendu parler dans les slides précédentes, et nous essayons aussi d'acquérir des composants et services de manière plus responsable. On a parlé plusieurs points tout à l'heure à travers les différentes interventions. Donc, l'entreprise en fait favorise la durabilité des produits et développe des solutions, comme je l'ai déjà dit, par rapport à la transition énergétique des bâtiments connectés. Si j'insiste par rapport à ça, la raison est assez simple, c'est que dans la stratégie RSE, il y a la partie en fait vision de Deltador qui ressort. Et en tant qu'acteur de la transition énergétique, Deltador en fait souhaite redonner la priorité et du sens et de la cohérence aux sujets sociaux, sociétaux et bien sûr environnementaux. Donc, Deltador cherche à traiter de manière équilibrée les aspects, bien sûr, économiques, qui sont indissociables du marché, la partie RSE et tout ce qui est au niveau thématique, qui sont indissociables au niveau des enjeux liés à l'activité, comme l'offre produit, la compétitivité, l'innovation et bien sûr, on l'oublie souvent, la satisfaction du client. Parce que sans client, il n'y a pas de vente de produits ou de solutions. Donc, Deltador a mis en place 3 principaux piliers
qui orientent des choix au quotidien. Donc, on peut voir ces 3 piliers au niveau de la présentation. La sobriété, parce qu'on effectue des achats responsables et on éco-conçoit nos solutions. L'innovation vertueuse, parce que l'objectif de Deltador est bien d'élaborer des offres pour réduire finalement l'empreinte énergétique des logements. Et enfin, l'éthique, parce qu'on encourage le respect et la bienveillance dans nos relations. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, de cela, on découle en fait un certain nombre d'objectifs, dont la réduction de l'empreinte carbone, qui est effectivement un axe fort, en tout cas fort, de par les orientations gouvernementales et après les orientations de choix des dirigeants de Deltador. Et bien sûr, en alignement sur la trajectoire des accords de Paris pour limiter le réchauffement climatique. Donc, ces objectifs qui ont été validés sont actuellement portés, et depuis déjà près de 3 ans, par la direction générale du groupe. Donc, j'affiche très clairement devant vous des objectifs qui ont été fixés. 2030, c'est moins 42% d'émissions de CO2 en moins, et en 2050, moins 90%. L'étude qui a permis notamment de mener et d'évaluer le bilan carbone du groupe a fait un constat qui est assez fort, c'est qu'il y a dans les 3 scopes, le scope 3, qui représente à plus de 98% les émissions de CO2. Donc, scope 3 veut dire activité amont, achat de matières liées à la fabrication et aval du groupe, où là, on va retrouver l'utilisation des produits fabriqués et vendus. Donc, fort de ce constat, la direction et les différents acteurs, on a décidé de construire en fait un plan d'action avec des axes prioritaires. Dans ces axes prioritaires, ça a été de poursuivre l'éco-conception, parce que l'éco-conception fait partie quand même de l'ADN du groupe depuis déjà plus de 10 ans. Mais ça, d'intensifier cette partie éco-conception, faire davantage d'achats plus responsables, parce que Deltador participe déjà à des achats responsables intrinsèquement suivant la typologie des matières qui sont achetées pour la production. Je pense notamment, on parlait de travailler en local, plus de 90% des pièces plastiques achetées dans le groupe sont issues de la France, et pour une très grande partie à moins de 200 km du siège social. Et puis enfin, quelque chose de très important et qu'on oublie souvent, c'est d'impliquer les clients dans nos choix. Parce que sans les clients, on ne peut pas faire grand-chose, parce que s'ils n'adhèrent pas à nos choix, on ne vend pas de solution, donc derrière, on n'existe pas, tout simplement. Alors, c'est juste une petite, je ne veux pas dire parenthèse, mais pour donner une vision et pour contextualiser, en utilisant nos solutions, les clients de Deltador en fait, permettent d'économiser plus de 140 fois les émissions de CO2 produites par le groupe. Ça, c'est l'analyse qui a été déduite. Donc, pourtant, Deltador a plusieurs usines. Donc, ce qui montre bien qu'en fait, finalement, la production CO2 émise par Deltador, elle est faible. En revanche, les produits qui sont conçus peuvent permettre de les limiter et limiter les consommations, enfin, de réduire massivement les émissions de CO2. Donc, avec tout ça, peut-être que vous interrogez de comment Deltador en est arrivé là. Je pense que l'élément clé, c'est l'engagement en fait, de la direction qui a été prise il y a plusieurs années maintenant, notamment en étant membre actif du Pacte mondial de l'ONU. C'est un engagement très fort pour avoir une attitude éthique, socialement responsable et respectueuse de l'environnement. Deltador utilise aussi des outils méthodologiques reconnus pour garantir ses actions, tout simplement. On parlait tout à l'heure d'analyse de cycle de vie. PEP EcoPassport est un des outils. On parle aussi du CDP, le Carbon Disclosure Project, qui est en fait un organisme à but non lucratif qui permet de gérer les reportings environnementaux qui sont destinés au plus grand public, au plus large public, et qui les met à disposition. Petite parenthèse, mais qui va me permettre de faire du lien par rapport à ce dont on a pu évoquer, ce dont on a entendu parler précédemment. On se met également en question régulièrement, et on s'aide régulièrement aussi des normes internationales qui peuvent évoluer pour orienter les optimisations dans nos processus, et notamment au niveau des achats.
très récemment, nous avons obtenu en fait, le label RFR, qui est le label Relations fournisseurs achats responsables. On l'a obtenu l'année dernière. Et avec cela, l'ISO 20400, la partie achat responsable. Bien sûr, précédemment, avec l'ADN du groupe, il y avait également l'ISO 14001 qui est régulièrement renouvelé. Bon, autre petite parenthèse, mais qui est plutôt liée à la partie vente, c'est la médaille d'or EcoVadis. Même si cette médaille d'or EcoVadis signifie aussi un engagement et qu'on est capable de démontrer nos engagements en termes de durabilité et de choix stratégiques. Pour essayer d'illustrer un petit peu plus concrètement les choses et les actions qui sont menées, j'ai choisi de parler d'une gamme forte chez Deltador qui sont en fait la gamme thermostat. Pourquoi la gamme des thermostats? Parce qu'on est un des leaders aujourd'hui européens dans le domaine du thermostat, des systèmes de régulation de chauffage. Et au-delà même d'être leader, c'est l'ADN du groupe depuis sa création en 1970, tout simplement. Donc ici, vous allez voir en fait un certain nombre de produits qui sont existants déjà depuis quelques années au sein du groupe. Et concrètement, qu'est-ce qui s'est passé notamment ces 3 dernières années? C'est qu'on a voulu faire une analyse complète de notre impact de CO2 avec ces produits-là. Comment on s'y est pris? On a décomposé en sous-parties et fonctions les solutions grâce aux différents outils que l'on utilise. Et on a même été jusqu'à la consommation du produit dans son utilisation. L'utilisation par le client final. Donc, nous sommes partis dans ce cas précis sur une consommation de 10 ans du produit, qui est déjà pas énorme, mais en tout cas, la consommation, de toute façon, si vous repartiez pour 10 ans de plus, la consommation énergétique et les batteries qui sont utilisées, les piles en l'occurrence, vous avez juste à multiplier par 2. Mais ça donne déjà un ordre d'idée. Donc, vous voyez en fait ici un certain nombre de thermostats qui ont été développés sur les 15 dernières années de Deltador jusqu'à il y a 3-4 ans. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on était en pleine réflexion en fait, pour une nouvelle gamme de produits. Et dans cette nouvelle gamme de produits, on s'est posé un certain nombre de questions sur l'impact carbone et l'économie circulaire et la recyclabilité dans son ensemble des choix qu'on pouvait faire et les conséquences, en fait, à la fois pour le client final et à la fois pour la planète. Donc, nous, lorsqu'on a créé cette nouvelle gamme de thermostats, ou voulu créer cette nouvelle gamme de thermostats, on n'avait plus qu'à reprendre un certain nombre d'analyses, dont j'ai partagé quelques données rapidement, pour prendre en considération en fait, les impacts à chacun des niveaux de la conception de la solution. On a notamment étudié la partie plastique et la partie afficheur. Pourquoi ces 2 éléments-là précisément? Parce que dans l'analyse de cycle de vie, il a été remonté que ces 2 parties-là étaient émettaient plus de CO2, ou en tout cas avaient un impact plus fort sur la planète que le reste. Bien sûr, on a aussi travaillé indirectement sur l'électronique parce que l'objectif était aussi de diminuer la consommation du produit dans son utilisation. Et c'est aussi un axe qui restait intéressant à ce niveau-là. Donc, rentrer un petit peu plus dans le détail sur la partie plastique notamment. Bon, ce n'est pas un exemple qui est toujours facile parce que la matière recyclée a ses contraintes. Il faut ces contraintes à la fois dans la chaîne d'approvisionnement, mais à la fois aussi des contraintes techniques. Donc, si je veux rester un petit peu avec une hauteur de vue plus simple, je veux dire qu'on s'est intéressé à la matière plastique recyclée, mais on s'est dit, attention, quelles vont être les conséquences pour le client final? Parce que si le client final n'achète pas, je reviens toujours sur le même leitmotiv, mais c'est le client qui nous fait vivre. Quelles sont les conséquences en fait, sur le produit fini? Comment le client va le percevoir? Et comment on peut accompagner le client pour valider finalement notre choix et éviter de rendre le produit moins attractif, en fait, tout simplement. Donc, on a un petit peu travaillé le sujet et pour cela, travaillé aussi les conséquences, à la fois économiques, à la fois l'impact CO2. Est-ce que l'enjeu de « je vais payer probablement plus cher parce que la chaîne d'approvisionnement est encore assez nouvelle », est-ce que je vais gagner suffisamment en empreinte carbone pour que l'enjeu en vaille la chandelle? Donc, on a fait l'exercice sur cette fameuse gamme et on a décidé pour essayer de rentrer dans un mouvement plus vertueux,
d'aller appliquer un maximum de matières recyclées dans le produit en expliquant nos choix aux clients, avec bien sûr des conséquences économiques qui sont loin d'être négligeables, parce qu'on parle de plutôt de 25% de hausse, mais avec par contre une émission de CO2 qui a été quand même particulièrement réduite. Et ça, c'était fort intéressant, parce qu'on a réussi à diviser par 6 les émissions. Donc, dans nos valeurs, dans notre stratégie, finalement, face aux clients, on s'est dit, là, il y a un intérêt fort de l'expliquer et d'expliquer pourquoi on fait ce choix, tout en essayant de garder un produit suffisamment esthétique. Un autre exemple sur cette même gamme, le choix technologie de l'écran. Donc, l'écran, ça va être la zone où l'utilisateur peut interagir ou récupérer les informations. Donc, le choix de la technologie de l'écran et de sa construction. J'explique aussi de sa construction parce que des fois, on est assez… on veut utiliser des pièces standards et c'est très bien. En tant qu'acheteur, on favorise ça. Mais si on veut aller plus loin, des fois, il faut aussi oser. Et je vais expliquer un petit peu plus pourquoi j'explique ça. Donc, nous ne sommes pas des fabricants d'afficheurs, nous ne sommes pas des fabricants d'écrans. Toutefois, on s'est intéressé de près à l'impact de la technologie et la conception des écrans. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que dans notre analyse de cycle de vie, l'écran avait une part importante d'émissions de CO2 et on essayait de voir comment on pouvait tout simplement réduire ces émissions. Donc, en fait, en travaillant sur notamment la masse d'une des matières premières qui compose cet écran, c'était le verre, on s'est aperçu qu'on pouvait réduire drastiquement. On a aussi voulu chercher des technologies qui limitaient l'utilisation du verre ou en tout cas avec une approche différente, type technologie e-paper, donc ça ne parle peut-être pas parce que c'est un peu technique. En revanche, tout ce qui est étiquette de supermarché numérique ou des tablettes Liso e-book comme la Kindle d'Amazon, je pense que ça parle à beaucoup d'entre vous. Et nous sommes aperçus que cette technologie-là, qui était fort intéressante à plusieurs égards, dont dans la consommation énergétique et l'utilisation du produit, était trop onéreux pour pouvoir en fait se positionner correctement sur le marché et donc éviter de perdre des parts de marché, voire en gagner. Donc, en travaillant avec les fabricants d'afficheurs, on a décidé de trouver, d'innover dans la conception afin de réduire l'épaisseur du verre. Et on est donc resté sur la même technologie d'affichage, mais en réduisant la masse du verre. Et au final, on s'aperçoit que pour un prix complètement similaire, on arrive avec une solution qui est tout à fait classique, mais on a quand même divisé par 2 ou presque par 2 les émissions de CO2. Donc, c'est bien un travail collaboratif et collectif avec des acteurs internes, achats, bureaux d'études, marketing, commerce, mais également les fabricants et fournisseurs, qu'on a pu avancer sur un sujet fort et donc réduire drastiquement la partie émissions de CO2 d'une de nos solutions phares aujourd'hui. Un autre et dernier sujet, un petit peu différent dans l'approche, mais qui touche peut-être plus facilement du grand public, ça va être la partie packaging. Donc là, c'est une idée, grâce notamment à un collaborateur achat et des discussions que l'on peut avoir aux fournisseurs. Je pense que l'acheteur a un rôle très important sur la partie RSE et sur les idées techniques et innovantes, parce qu'on est au contact au quotidien d'un certain nombre de fournisseurs et fabricants. Et si on s'y intéresse, on peut très, très, très largement récupérer un certain nombre d'informations. Donc, sur cette partie packaging, on a voulu travailler à réduire l'empreinte CO2 une nouvelle fois et puis en même temps utiliser une matière plus recyclable ou en tout cas plus facilement recyclable. Donc, on a décidé de modifier la technologie, pareil, en mode collaboratif, la technologie d'impression et puis avoir un carton qui est beaucoup plus simple, un carton brun, qui peut donner à la fois une image plus light de notre offre, mais qui peut aussi être en corrélation avec nos choix et nos valeurs. En tout cas, c'est comme ça qu'on souhaite le mettre en avant. Ce rendu et ces choix ont permis quand même, encore une fois, de diviser les émissions de CO2 et cette fois, de ne pas payer plus cher, je dirais même l'inverse. On a été faire des gains financiers. Donc, qui dit optimisation de CO2 ne dit pas forcément surcoût. Et ça, c'est aussi important de l'avoir en tête.
parce que ça peut être des fois des freins que l'on se met avant même de rentrer dans l'étude et d'analyser la situation. Et aujourd'hui, ce packaging permet d'être plus facilement aussi recyclable. Donc, en plus, on est dans un cas où finalement le packaging, c'est quoi? C'est juste le conditionnement d'un produit pour le protéger avant sa vente et puis le premier contact client. Après ça, il finit malheureusement souvent à la poubelle. Voilà, merci. Je voulais en tout cas partager cette expérience. J'espère qu'elle pourra donner des idées. Merci Vincent, c'est très intéressant. Alors, il nous reste un petit quart d'heure. Donc, on ne va pas avoir le temps de poser des questions et puis on va aller assez vite. En tout cas, sur la fin, sur les outils, on vous enverra de toute façon la présentation avec les différents liens. Mathilde, on vous laisse la main. Oui, merci. De nouveau, bonjour à toutes et tous. Donc, l'idée de mon intervention, c'était de vous présenter en effet quelles sont les opportunités d'achat ou de coopération avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire autour de l'économie circulaire. Et pour commencer, peut-être repartager un petit peu le contexte historique de la place de l'économie sociale et solidaire dans l'économie circulaire. Notamment en Bretagne. Il faut savoir que les acteurs de l'ESS sont souvent précurseurs dans l'économie circulaire, notamment sur les enjeux de réemploi et de recyclage, qui sont des secteurs sur lesquels ces acteurs ont investi de longue date le développement d'activités, et notamment pour le coupler à un objectif d'insertion des personnes éloignées de l'emploi. Pour vous donner une idée de qui sont ces acteurs qui historiquement se sont engagés dans ces démarches de développement d'activités en économie circulaire, on pense aux communautés Emmaüs, plutôt dans les années 80, la création d'Envie, qui va être plutôt sur le réemploi, la réparation d'équipements ménagers, du relais, donc là on est sur la question du textile. Et ensuite, plus tard, voilà, d'autres centres de tri de l'ESS, des ressourceries, et aujourd'hui, des recycleries et des ressourceries plutôt spécialisées sur des matériaux spécifiques, notamment les matériaux du bâtiment. Donc voilà, historiquement, ces acteurs ont vraiment été un peu précurseurs sur les sujets d'économie circulaire. Et aujourd'hui, ils répondent à cette ambition qui a été présentée tout au long de la présentation, de vraiment pouvoir répondre aux défis du monde de demain, mais aussi autrement, en le couplant notamment avec des activités qui sont également au service de la lutte contre les exclusions. Donc ces acteurs, je le disais, ils ont représenté un poids historiquement, et ils le restent aujourd'hui incontournable. Ils représentent notamment plus d'un tiers des structures du réemploi des biens et à peu près 63% de leurs ITP. Donc ça reste des acteurs qui ont innové, qui continuent d'innover, qui sont très présents pour proposer des solutions économie circulaire. Du coup, vous vous demandez, mais qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire, probablement. Donc, voilà, pour vous repartager un petit peu le cadre légal qui encadre justement ce statut. Donc, l'ESS, ça regroupe différents types de structures. Donc, ce sont les associations, mais ce sont aussi les coopératives, donc les SCOP, les SIC, ce sont les mutuelles, ce sont les fondations et les sociétés commerciales de l'ESS. Et toutes ces structures, elles remplissent des conditions qui ont été définies notamment dans la loi de l'ESS de 2014, autour de 3 piliers. Le premier, c'est vraiment de poursuivre un but qui est autre que la création de valeur monétaire. Le but, c'est qu'il y ait vraiment un objectif de création de valeur sociale, environnementale avant tout. Ils ont tous des pratiques de gouvernance démocratique. Donc voilà, ça suppose du coup de prévoir l'information, la participation de leurs membres et de ne pas lier la prise de vote notamment à leur rapport en capital, mais bien voilà, que ce soit lié aux réalisations de l'entreprise. Et le troisième pilier, c'est que tous ces acteurs ont une gestion qui leur impose notamment de réinjecter du coup les bénéfices dans notamment le but, l'activité de la structure.
Donc voilà, tous ces acteurs remplissent ces objectifs et derrière développent des activités donc, sur plein de secteurs, plein de segments d'achat différents, avec du coup cette particularité de s'inscrire dans ce cadre de l'économie sociale et solidaire. Il y a un message qui a été très présent tout au long de la présentation, à la fois dans les témoignages, mais aussi dans les interventions, c'est celui de la coopération. Et vraiment, le fait de coopérer, c'est au cœur des pratiques de l'économie sociale et solidaire, déjà de par leur gouvernance, mais aussi par leur manière, leur méthode de mettre en place, de développer des activités et des produits. Et ce processus, du coup, il se couple bien au principe de l'économie circulaire. Donc voilà, on a des valeurs qui se rejoignent dans l'idée vraiment de pouvoir mobiliser à la fois des citoyens, des citoyennes, des entreprises dans la création de coopérations qui créent de la valeur. Et on le voit, du coup, on l'a vu avec les différentes activités et différents services qui ont été développés. Ces coopérations, elles produisent vraiment des réussites sur le territoire qui sont à la fois durables, avec notamment des filières qui se structurent au niveau régional. Par exemple, je pense à la filière textile, qui sont organisées au sein d'un collectif et qui leur permet du coup de mettre en lien leurs activités, d'avoir une stratégie économie circulaire commune et de pouvoir du coup développer, adapter leurs activités en fonction des besoins. Ça leur permet aussi d'innover, c'est aussi la force de ces acteurs-là. Il y a notamment un isolant qui a été créé, qui permet justement, qui a été créé grâce à la coopération d'acteurs entre un ESAT, une entreprise, l'entreprise c'est la Watt, et la coopération d'associations. Et c'est également des acteurs des coopérations qui permettent aussi parfois de se lier au territoire et notamment aux citoyens et aux citoyennes qui les occupent et de les impliquer justement dans ce développement d'activités. Donc, on est vraiment sur une vision de l'économie et de l'entreprise au service de l'humain. Et toutes ces structures de l'ESS qui sont engagées notamment sur des activités, des services d'économie circulaire, elles contribuent aussi à des stratégies régionales comme le plan régional de prévention et de gestion des déchets, avec vraiment l'idée de pouvoir se mobiliser à l'échelle de leur territoire et en coopération, comme ça a été évoqué, avec ses voisins, avec ses entreprises voisines et avec les acteurs locaux. Rapidement, quelques exemples du coup pour vous donner à voir ce que ces entreprises de l'économie sociale et solidaire peuvent proposer en économie circulaire. Donc, elles investissent différents champs, différentes thématiques. Là, j'ai mis en avant Chouette Coop Psycho-Antique qui va être autour du reconditionnement de matériel de puériculture. Donc, du coup, qui collecte, qui remet en état et qui ensuite redistribue. Une autre structure qui s'appelle Brest en Jouet, qui là est une recyclerie solidaire qui va du coup faire travailler des structures locales, par exemple la maison d'arrêt de Brest, et du coup collecter, trier, nettoyer, remettre à neuf des jouets et du coup les recommercialiser. Je pense également à Ordi Grand Ouest, donc là qui est une structure régionale qui du coup structure la filière pour justement pouvoir faciliter la collecte du matériel informatique des structures et ensuite le remettre en état, le redistribuer. Ou par exemple le Tournevis qui est une structure à Louvigné-du-Désert qui là collecte du mobilier professionnel et fait de l'upcycling pour pouvoir le reproposer à des structures, à des entreprises ou des collectivités qui souhaitent aménager leurs locaux avec du mobilier de seconde vie. Toutes ces structures dont j'ai partagé l'exemple, elles participent justement à atteindre des objectifs d'achat durable ou de RSE pour vos entreprises. Elles représentent vraiment des acteurs qui peuvent vous aider justement à atteindre des objectifs durables pour vos structures. À la fois parce qu'elles ont un impact social. On a parlé notamment de la relocalisation, d'emplois non délocalisables, mais aussi parfois des emplois de personnes en insertion. Elles ont un impact économique justement avec des activités non délocalisables et un impact
environnementale, puisqu'elle privilégie vraiment le réemploi des matériaux ou des déchets. Donc là, j'ai donné quelques exemples, mais il y en a d'autres. Il y en a beaucoup sur le gaspillage alimentaire, mais aussi le réemploi des matériaux du bâtiment, si vous avez des projets de construction de locaux. Et donc, je vais basculer assez rapidement parce que le temps file. Je vais introduire la partie sur les ressources, Françoise, et je vous laisserai probablement compléter. Oui, pas de souci. On se garde les 5-6 minutes. On va essayer de ne pas trop dépasser l'heure. Donc, on va aller plus vite. De toute façon, vous aurez les slides avec les liens et puis il y a nos coordonnées à la fin. Alors, très rapidement, pour vous présenter des ressources, en tout cas, si vous souhaitez développer des pratiques d'économie circulaire avec les acteurs de vos territoires. Alors, en piste, nous, on vous conseille effectivement d'avoir cette réflexion bien en amont, déjà d'évaluer vos pratiques, de recenser vos fournisseurs actuels et de repérer de potentiels fournisseurs existants sur vos territoires. Donc, sont mentionnés plusieurs outils existants pour pouvoir les identifier et je reviendrai sur Carteco dans la slide suivante. Ne pas hésiter également à solliciter des réseaux qui sont des facilitateurs qui facilitent la mise en lien avec les entreprises ESS de vos territoires et qui peuvent du coup vous rencontrer et vous mettre en lien avec vos entreprises voisines et imaginer des opportunités de coopération. Et là, je vais faire un petit zoom sur le projet Trait d'Union qu'on anime à la Crèze Bretagne avec des pôles ESS sur l'ensemble du territoire et qui est justement un projet qui permet justement de répondre aux besoins des entreprises qui souhaitent développer des partenariats économiques solidaires et durables et du coup qu'on accompagne avec différents moyens d'action pour pouvoir développer leur RSE ou leurs achats durables. Donc là, c'est de manière assez transversale, mais comme je l'ai montré au préalable, les acteurs sont très présents sur les sujets d'économie circulaire. Et quelques ressources, je vais faire le focus notamment sur plutôt des outils un peu de sourcing, d'identification des fournisseurs potentiels. Il y a des outils qui ont été créés par filière segment d'achat, notamment sur les matériaux du bâtiment, le réemploi des matériaux du bâtiment en Bretagne. Donc, vous aurez les liens pour y accéder et pour voir qui sont ces acteurs et ce qu'ils peuvent vous proposer et ce sur quoi vous pourriez coopérer. Également sur le mobilier professionnel, où voilà, on a travaillé beaucoup avec une vingtaine d'acteurs en Bretagne qui proposent des services sur cette filière-là. Et enfin, Carteco, qui est un outil en ligne qui recense l'ensemble des acteurs ESS qui interviennent sur la transition écologique et qui peut vous permettre là aussi, de manière géographique, d'identifier vos acteurs, les acteurs qui sont sur vos territoires et que vous pourriez rencontrer pour imaginer des coopérations vers une économie circulaire et des achats durables. Merci Mathilde. Je vais reprendre la main pour présenter donc, les derniers slides sur les outils, les solutions qui existent en région et au-delà, en fait, pour pouvoir vous accompagner dans vos achats et leur lien avec l'économie circulaire. Donc, rapidement, donc, le projet relocalisons.bzh, qui est un projet collectif qui est piloté par la région Bretagne, donc coordonné par BDI, Agence Bretagne Next, maintenant, mis en œuvre avec un certain nombre de partenaires. Donc, notre objectif, c'est vraiment sensibiliser, d'accompagner les entreprises dans la relocalisation de leurs achats, parce que pour nous, c'est un vecteur de transition pour le territoire, pour les entreprises, de résilience et puis de sécurisation et de souveraineté, bien entendu. Et donc, juste rapidement, vous trouverez la présentation du projet, des outils donc sur le site internet relocalisons.bzh, avec notamment l'indice breton de l'achat local qui a été présenté par Pierre, qui permet de savoir où on en est, donc faire une première cartographie des achats sur cette partie géographique, mais ça va être se questionner aussi sur les risques éventuels associés, pas de rentrer vraiment dans l'analyse des achats si vous ne l'avez pas encore commencé. Une charte d'engagement qui est complémentaire des autres chartes qui existent. On peut aussi vous aider à identifier des fournisseurs et des prestataires locaux potentiels
Donc, il y a un formulaire en ligne, vous n'hésitez pas à aller voir sur le site et à renseigner la demande. Des informations donc, sur le coût complet, donc bien prendre en compte l'ensemble des coûts directs, mais aussi indirects, et évaluer les risques dans la décision d'achat. Voilà, motion design, des retours d'expérience, des événements aussi. Par exemple, donc les partenaires organisent comme des événements comme l'Open de l'industrie le 7 octobre à Lannion. Ce sont les partenaires de Brestfab. Bretagne Achat organisé par le Conseil national des achats le 14 octobre. Le 28 octobre, nous, on organise un événement sur les emballages avec également des B2B pour rencontrer des fournisseurs bretons. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur le site internet et vous trouverez aussi des informations comme les accompagnements de la région. Donc là, on a juste identifié donc, quelques accompagnements possibles. Il y a notamment donc, le Brestfab pour les PME industrielles, mais aussi le Pass Transition, sur tous les sujets de transition, donc notamment l'économie circulaire et les achats, avec des aides qui peuvent, voilà, sur le projet global, qui peuvent concerner le conseil d'investissement, mais aussi les ressources humaines en temps partagé, les passes investissements, et puis le dispositif Innoexpé sobriété pour expérimenter une nouvelle solution dans l'absolu ou sur un nouveau marché. Vous avez des informations sur ces aides sur le lien. Et puis, bien entendu, sur le slide suivant, il y a aussi donc les aides de l'ADEME avec notamment des aides à l'éco-conception. Et puis, bien entendu, les conseillers qu'il y a sur le territoire, notamment les conseillers environnement RSE des CCI, peuvent vous accompagner. Ils peuvent aussi vous aider dans des synergies entre entreprises. Donc, notamment côté Finistère, Magali travaille dans le cadre d'une communauté qu'elle anime, la boîte à ressources du 29, et puis également donc, des lettres mensuelles sur les réglementations environnementales. Et puis, il y a un club achat aussi qui a été mis en place dans le Finistère, le club achat 29 en partenariat avec le Conseil national des achats. Il y a aussi un club achat 35 et un club achat 22 qui a été monté récemment. Voilà, donc en clôture, puisque ça va bientôt être l'heure, ou c'est déjà l'heure. L'heure est passée. Donc, on vous remercie pour votre participation. Voilà, on remercie aussi les différents intervenants voilà, d'avoir pris le temps de nous faire des retours d'expérience et d'avoir partagé leur point de vue. Vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous contacter, Magali, Mathilde ou moi, avec notre adresse mail qui va vous être envoyée. Bon, merci. Et puis, donc, on vous enverra la présentation et le replay. Merci beaucoup, Vincent. Merci Pierre. À vous. Et Mathilde. Merci à vous. Belle journée. Merci. Au revoir. Au revoir.